Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Grand Témoin. Notre grand témoin ce soir est un homme. Il est docteur en pharmacie, il est docteur en biologie médicale, il est l'initiateur de la journée d'indignation nationale. Mesdames, Messieurs, recevez avec moi le docteur Michel Ondongo Pandi. Docteur Michel Ondongo Pandi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Aujourd'hui, vous êtes notre deuxième grand témoin pour cette année qui commence. Nous allons rentrer un peu dans votre vie, découvrir qui vous êtes. On vous voit aujourd'hui, mais beaucoup doivent se demander, mais qui est cet homme qu'on voit devant en première ligne au sein de la diaspora? Je sais que vous êtes né à Brazzaville, vous êtes un pur Brazzavillois comme on dit, hein, un enfant de Wenzé, sauf que de Brazzaville, vous partez avec la famille dans l'Interland du côté de la Bouenza. Mon papa était affecté avait trouvé du travail à la cimenterie de l'UTT. Et donc, lorsque j'étais en classe de CI2, on a quitté Brazzaville pour l'UTT. Alors, comment ça se passe, un Brazzavillois qui quitte la capitale, où on a quasiment tout, pour se retrouver en province, comme on dirait ici, dans un village, puisque l'UTT n'est pas en soi une grande ville, avec d'autres pratiques, notamment étant enfant? Comment ça se passe pour vous? C'était assez difficile, je me souviens encore, parce que la première des difficultés, c'était la langue. Parce que sur Brazza, nous parlons lingala à Wenzé, et à l'UTT, il fallait parler en monogutuba. Et donc, un monogutuba que je ne connaissais pas comme langue. Et finalement, donc quand je le parlais, je mélangeais avec le lingala. Donc un peu la curiosité locale, en fait. Voilà, et donc je me souviens que les amis se moquaient beaucoup de moi avec mon monogutuba qui n'était pas bon. Ah, en tant qu'enfant, vous êtes adapté très vite, finalement. Ah oui, très vite. Très vite, puisqu'après, effectivement, j'ai parlé monogutuba et même un peu le kamba, voilà. Voilà, donc vous naviguez, il faut le dire, entre l'UTT et Fouati, puisque vous commencez votre collège en Fouati. Et là aussi, comment ça se passe? Je suppose déjà que vous maîtrisez le monogutuba, donc vous êtes quasiment dans votre espace. Oui, les choses sont un peu plus compliquées parce que donc, lorsque j'arrive au CM1 à l'UTT, mon frère aîné qui venait de terminer ses études d'infirmier à Kinshasa est affecté dans un petit hôpital de Bikumbi, dans un village qui est sur les montagnes en haut de Mfouati. Et donc là, je vais le rejoindre pour y faire mon CM2. CM2 et à partir de là, j'ai mon CEP et je descends à Mfouati, puisque le seul collège, c'était le collège de Mfouati. Et à Mfouati, encore toute une particularité, parce que nous devions avoir 11 ans, j'avais 11 ans à l'époque, et à ce moment-là, nous habitions tout seuls, hein, c'était que des enfants, donc on devait s'organiser, puisque les parents n'étaient pas, il fallait qu'on soit 3, 4 à louer des petites maisons, oui, et puis s'organiser pour étudier sans surveillance des parents. Oui. Ce qui est inenvisageable au jour d'aujourd'hui, voir des petits-enfants de 11-10 ans s'organiser pour étudier, pour préparer... faire à manger, ainsi de suite. N'empêche que les parents vont garder la main, puisque pour la troisième, vous repartez sur Brazza. Voilà, donc j'arrive en troisième, je rate mon brevet à Mfouati en 79, et donc je repars sur Brazza, et là je vais au collège Mobutu, et ensuite au lycée de la Libération jusqu'au bac. Alors comment ça se passe, ce transfert entre vous étiez à Brazzaville, vous êtes parti à l'intérieur, de l'intérieur, vous revenez dans la capitale, ça se passe comment? Bon, ça se passe plutôt bien parce que bon, c'est vrai que je reviens sur Brazza et là, je ne suis plus à Wenzé, mais je suis chez ma grande sœur à Mongali et je vais faire mes études à Bakongo. Et là, je vais m'enrichir en plus puisque finalement, sur Bakongo, il faut parler l'ari parce que c'est la langue un peu à l'école avec les amis, ainsi de suite. Donc là, je vais me baigner maintenant dans l'ambiance lari, et ce qui fait que voilà, c'est une autre langue que je vais commencer à pratiquer et à me faire des amis, ainsi de suite. Voilà, donc vous faites votre lycée et vous avez votre bac en 83. C'est ça. J'ai le bac C en 83 et entre-temps, on demandait à tous ceux qui avaient obtenu une moyenne de 12 pour passer en terminale, avaient la possibilité.
de solliciter une préinscription en France, donc que j'avais obtenue à l'université de Toulouse, Paul Sabatier, pour faire des études de pharmacie. À ce moment-là, vous êtes toulousain. Voilà. C'est des études universitaires. Voilà. Donc j'arrive en France exactement le 15 septembre 1983. Là, nous arrivons. Ça ne rajeunit pas, si vous permettez. Oui, ça ne rajeunit pas. Et c'est vrai que lorsqu'on voit tout ce temps passer, on se dit, tiens, quel chemin parcouru. Donc, on arrive en France, bon, donc pays nouvellement où on n'a aucun parent là aussi. Mais heureusement qu'on a des aînés, notamment du côté de Toulouse, où les Congolais sont très bien organisés avec l'association des étudiants congolais, qui nous prennent vraiment sous leur aile. Oui. Et partant de là, on est orienté, on est accueilli. Et ça se passe plutôt très bien. Voilà, donc là, vous vous imprégnez de la vie toulousaine, sauf que vous n'avez pas gardé l'accent, en fait. On sait qu'à Toulouse. Non, j'avais peut-être, puisque j'y ai quand même passé 8 années, oui. Donc j'avais quelques intonations, mais bon, finalement, non, c'est parti. Bah, c'est normal que vous ne les ayez pas, puisque de Toulouse, vous revenez à Paris. En fait, vous avez fait le doctorat en pharmacie à Toulouse, et après, vous êtes à Paris. En effet, oui, en 90, j'obtiens mon doctorat de pharmacie. Et je viens à Paris pour me spécialiser en biologie médicale dans divers hôpitaux, enfin notamment à l'université Paris 6. Et là donc un titi parisien, vous avez vu toulousain, vous êtes devenu parisien. Et là aussi, c'est toute la vie parisienne avec ses exigences et surtout cette ambiance quoi, en fait. Voilà, c'est encore plus compliqué là parce que bon, Toulouse c'était tout petit, donc ça nous arrivait deux fois d'aller à la fac à pied lorsque la bourse n'arrivait pas, mais en région parisienne c'était plus compliqué parce que j'habitais du côté de Mantes-la-Jolie. D'accord. Et là, dans le 78 non pas 78, dans le 78, voilà, oui. Donc j'habitais à Mantes-la-Jolie, à Limay précisément, et j'avais mes études à faire sur Paris, métro Odéon, voilà. Et donc là c'est plus compliqué parce que il fallait prendre un bus, ensuite le train, ensuite le métro, aller en cours et revenir à Mantes-la-Jolie, aller travailler puisqu'il fallait pour financer mes études. J'étais pharmacien d'officine, donc comme assistant. Et voilà, donc ça a duré quasiment 4 ans. Et entre-temps, j'avais des stages à l'hôpital pour me spécialiser. Et donc, ça faisait beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est des années aussi assez difficiles. Voilà. Monsieur Mondongo Pandi, malgré toutes ces années de France, mais vous avez toujours l'idée vers le pays, puisqu'en 95, en fait, on vous retrouve, en fait, du côté de Brazzaville, avec un projet professionnel déjà construit. C'est ça. En fait, il faut dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais veulent quitter le Congo. Oui. Mais nous, lorsque nous venions en France, on n'avait nullement l'intention de nous établir dans ce pays. Notre projet, c'était se former et ensuite aller travailler pour le pays. Puisque nos aînés que nous avions trouvés là avaient suivi ce chemin-là. Donc quasiment, sans me tromper, je crois que 95% des Congolais, lorsqu'ils terminaient, ils partaient. Donc on n'avait aucun projet, même de demander la nationalité française, ça nous venait, pour nombreux, ça nous venait même pas à l'esprit. Oui. Et puis voilà, donc du coup, j'ai la chance de faire ma formation, de passer mon diplôme de spécialisation de parasitologie à la Pitié-Salpêtrière, dans le service du professeur Gentilini. Une sommité au niveau de la parasitologie. Et donc, à Brazza, on a rénové le laboratoire national qui s'appelle Cité Louis Pasteur. Et la France ne veut plus envoyer des coopérants parce que ça leur coûte cher. Donc, ils encouragent à ce que des nationaux puissent aller servir dans ces laboratoires qui viennent... Vous saisissez cette opportunité, en fait. Voilà, donc je saisis cette opportunité avec ce qu'ils appelaient à l'époque une bourse de réinsertion. Donc pendant 3 ans, j'étais payé par le gouvernement français et au bout de 3 ans, en fait, je devais tomber donc, dans les effectifs de la fonction publique. À partir de là, vous commencez une vie professionnelle au Congo. Vous êtes parti très jeune, puisqu'après le bac, vous revenez en 84, vous commencez une vie professionnelle. Ça se passe comment, en fait, cette intégration après des années d'absence, notamment pour commencer sa vie professionnelle au pays d'origine?
Bon, ce n'est pas toujours simple parce que on n'a pas tous les codes hein, du pays. Il y a des habitudes que les gens ont. Je me souviens encore que on me reprochait souvent d'arriver très tôt au boulot et que j'y étais tout le temps et que de fois on me disait mais oui mais qu'est-ce qu'il veut montrer lui et ainsi de suite. On s'étonnait aussi de la simplicité parce que de fois bah, effectivement avec les employés nous pouvons aller manger ensemble. Il faut dire que vous avez aussi été en poste de direction hein, quand même. Voilà, oui, oui, donc j'étais chef du service du laboratoire parasitologie mycologie et parallèlement j'étais directeur de la production puisque nous avions comme projet au laboratoire national de monter une unité de production de médicaments génériques et aussi des réactifs de laboratoire. Donc du coup c'est un projet que je pilotais. Alors en 95, donc vous êtes là pendant 2 années, en 97. Grâce à l'OMS, vous vous retrouvez en fait à Lausanne en Suisse. Pourquoi? Voilà. Donc ensuite, je suis sélectionné pour venir suivre une formation qui se passe à Lausanne tous les 2 ans de spécialisation en immunologie. Donc je suis venu passer ce diplôme-là, ce certificat. Je suis arrivé au mois de mai, avril-mai 1997. Oui. Je devais repartir le 16 juin. Et malheureusement, le 5 juin, il y a la guerre qui éclate. Oui. Et partant de là, ben, du coup, au niveau du Congo, je perds tout, hein, puisque je suis rentré, j'ai tout emporté et j'ai tout perdu. Bon, heureusement, ma femme et mon fils auront la vie sauve, puisqu'ils vont aller se réfugier du côté de Dolisie. Donc, j'ai tout perdu. Et finalement, se pose pour moi le problème, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut repartir au pays dans ces conditions-là? Mais c'était très, très difficile. Donc, il me restait le choix, soit de demander l'asile politique en Suisse, ce que je n'ai pas fait. Et j'avais la chance donc d'avoir étudié en France, donc j'ai pu faire venir mes diplômes. Et là, je me suis inscrit pour pouvoir suivre des études de 3e cycle à l'université de Lausanne. Alors, comment vous vivez en fait ce déchirement? Vous êtes rentré 2 ans tout simplement, et à ce moment-là, il y a tout qui tombe et vous devez tout reprendre en fait, notamment en vous remettant sur le banc de l'école. Ah oui, c'est ça la vie finalement, parce qu'on se dit bon, qu'on a tracé un projet de vie, mais bon, la vie a 2 fois ses surprises, c'est des parcours qui peuvent devenir très très sinueux. Et donc c'est pas facile là aussi, parce qu'à Toulouse, à Lausanne, je ne connais personne. Alors je n'ai aucun parent, aucune famille, mais la chance que j'aurai en fait, c'est que mon cas va être discuté quelque part. Donc il y a un ami, quelqu'un qui m'a vu, qui va exposer cela à d'autres Lausannois, en fait, en parlant des Africains. Ils disent, tiens, mais il y a un Congolais qui était venu pour une formation de l'OMS à Lausanne, et puis ben, qui est bloqué, parce qu'il ne peut pas rentrer au Congo, puisqu'il n'y a pas d'avion. Et il y avait un monsieur donc, congolais qui s'appelle monsieur Mukolo, Albert, hein, je peux vraiment lui rendre hommage. Quand il a entendu mon nom, il a dit, mais non, mais c'est que c'est un Congolais, je vais le chercher. Et c'est comme ça qu'il me cherchera, il me trouve, et il s'avère que son père, c'était le chef de district d'Omfouati, et donc quelqu'un de l'UTT on habite à quelques encablures. Oui. Et du coup, bon, il va me prendre un peu là aussi sous son aile pour me guider. Et en même temps aussi, je fais la connaissance d'une famille suisse, la famille Richard, qui m'adopte quasiment dans ce pays. Et du coup, ben, je vais faire mes études tranquillement, mes 4 ans de thèse, donc, où je soutiens une thèse en 3e cycle d'immunologie. Et ensuite, je trouve du travail. Je travaille comme assistant à l'université de Lausanne avant de quitter l'université pour intégrer l'industrie pharmaceutique. Alors, on va parler de votre intégration de l'industrie pharmaceutique suisse, puisque à ce moment-là, vous développez un projet particulier pour le Congo. Oui, pas que pour le Congo, mais déjà, je travaille sur un grand projet d'un vaccin pour arrêter de fumer. Donc, je suis co-inventeur, nous sommes 4 en fait, à travailler sur ce projet-là. On fait des publications, donc nous avons des résultats complètement étonnants. Bon, malheureusement, ce projet, un laboratoire de Zurich, avec qui on avait souhaité faire une collaboration, ben, nous pique le projet.
Et du coup, on rentre dans des procès pour pouvoir rattraper la chose. Mais ils sont beaucoup plus puissants que nous, ils ont beaucoup plus de moyens. Et du coup, notre projet ensuite bat un peu de l'aile. Mais je suis directeur scientifique de ce laboratoire. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi d'apporter, de faire profiter mon pays, en fait. Mais toujours cet appel du pays, quoi. Toujours cet amour du pays, malgré tout. Mais oui, parce que, oui, voilà. Mais le Congo, comme je dis, ce pays nous a tout donné. Vous savez, si je suis venu en France, si j'ai fait des études, j'étais plutôt fils d'un ouvrier, d'une mère paysanne, enfin, je veux dire, quasiment ménagère. Donc, si je suis ce que je suis, c'est grâce au Congo. C'est-à-dire que le Congo m'a aidé à aller à l'école gratuitement, à venir en France avec une bourse. Donc, je me dois de rendre cela à mon pays. Parce que la nouvelle génération, les jeunes, ont besoin de ce partage d'expérience pour qu'eux aussi puissent accéder aux positions que moi j'ai pu accéder. Donc c'est ce que nous appelions vraiment l'ascenseur social qui fonctionnait très bien, qui permettait à ce moment-là, même au fils du paysan, d'accéder à des études supérieures. Et donc, ce serait trop égoïste de ma part, ou de notre part. De là où vous êtes, de tout garder pour vous. Voilà, de dire, tiens, mais on a notre confort, on oublie d'où l'on vient, et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'on a gardé, enfin, en tout cas de ma génération, un certain nombre de gens, gardé cet attachement au pays pour apporter notre savoir-faire. Et donc, du coup, je suis donc sollicité par le professeur Abena, qui, entre-temps, avait ouvert un DEA de valorisation des plantes médicinales pour aller faire des missions d'enseignement à Mariengouabi. Donc, ce que j'ai fait. Et de l'autre côté, j'ai la chance d'avoir fait ma thèse à l'Institut suisse de recherche sur le cancer, d'avoir été le premier Africain à avoir fait une thèse là-bas. Donc, du coup, ils m'ont donné beaucoup de moyens. Pour eux, c'était une bonne chose qu'un de leurs étudiants aille au Congo et donc faire profiter en tout cas des connaissances que j'avais acquises là-bas. Et le professeur Abena donc m'offrant cette opportunité que j'ai saisie, et donc j'ai commencé à aller faire ces missions d'enseignement et dans le but de créer à Mariengouabi un laboratoire de biotechnologie, puisque c'était vraiment ma passion. Ce serait le premier laboratoire, en fait. Hein. Ce serait le premier laboratoire, parce que vous savez que je me souviens encore, sur Mariengouabi, avant que je ne démarre les enseignements là-bas, vous avez des techniques qu'on appelle par exemple la PCR, si vous voulez, qui permettent par exemple de retrouver un criminel sur la base soit d'un bout de cheveux ou de salive et autres. Cette technique-là, au Congo, à Mariengouabi, ils le voyaient que de façon théorique. Donc j'ai été le premier à apporter des équipements depuis la Suisse pour pouvoir permettre aux étudiants de pratiquer et de voir exactement de quoi il s'agissait. Et ensuite, donc, on est parti sur ce projet-là. J'ai pu obtenir plus de 3,5 tonnes d'équipements pour pouvoir monter le laboratoire. Les Suisses, en tout cas, m'ont vraiment donné tous les moyens qu'il fallait. Ils devaient me suivre ensuite. Bon, malheureusement, le Congo n'a pas suivi. Et d'abord, le matériel arrive au port de Pointe-Noire. Le matériel arrive au port de Pointe-Noire. Tout un labo entier au port. Tout un labo entier au port de Pointe-Noire. J'appelle mes interlocuteurs, le doyen de la faculté des sciences, le recteur de l'époque. Je les appelle, je dis, mais écoutez, le matériel est arrivé à Pointe-Noire et comment ça se fait que l'université n'arrive pas à dédouaner? Alors donc on me tourne en bourrique, celui-là me renvoie à tel ou non. Bon. Et du coup c'est un gros découragement, très très gros découragement, parce que je m'étais investi énormément. Les Congolais de Lausanne se sont investis parce que ce matériel, il fallait le transporter, il fallait charger le conteneur. Et donc c'est un gros découragement. On se dit, mais tiens, mais finalement, on veut faire quelque chose pour le pays, mais en fait finalement le pays ne fait pas d'efforts pour pouvoir se dire, mais écoutez, c'est une opportunité que nous avons, qu'un Congolais apporte ce matériel quasiment gratuitement qui nous est offert. Oui. Et le pays, malheureusement, ne va pas saisir cette opportunité. Et moi, ça va beaucoup me décourager, ce qui fait que je vais quasiment arrêter avec le projet d'aller monter ce laboratoire. Voilà. Et là, nous sommes en 2006. Vous êtes toujours en Suisse, en fait, et vous vous dites, bon,
la Suisse, c'est bien, sauf que de la Suisse, on ne voit pas trop le Congo. Il faut se rapprocher de Paris et à ce moment-là, vous êtes donc titulaire d'une pharmacie du côté de Meaux, en région parisienne, en 2008. En 2008, oui. Mais entre-temps, je rappelle aussi que je travaille beaucoup avec les plantes du Congo. Oui. Donc, j'ai fait pas mal de travaux là-dessus. Et notamment avec une plante qu'on appelle couramment Nzete Yamino, et que nous, scientifiques, nous appelons Diospyros heterotrichia. Donc, c'est une plante qui a des vertus extraordinaires. C'est-à-dire que qui est utilisée depuis des millénaires pour brosser comme brosse à dents naturelle. Oui. Mais en fait, c'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques, ce qui fait que celles qui l'utilisent, parce que c'est souvent les filles qui l'utilisent, effectivement, sont moins confrontées aux problèmes de caries et autres. Donc là aussi, je vais faire toute une étude sur cette plante-là, associée avec une autre plante qu'on appelle le boulukoutou, que scientifiquement nous appelons le Lipia multiflora. Et là aussi, donc je vais mélanger les deux. Donc là, je crée ce qu'on appelle une pâte dentifrice à base de ces deux plantes. Oui. Donc, que je travaille avec une jeune étudiante, Claude Makumbu, qui était à Orléans, qui est venue en stage dans mon laboratoire, avec qui elle faisait de la formulation galénique. Donc avec elle, on va élaborer ce projet que je développe avec les Suisses. Mais jusque-là, en fait, j'étais lié pendant 5 ans, puisque c'était le contrat, étant donné que j'ai travaillé avec eux. Pendant 5 ans, je ne pouvais pas du tout l'exploiter. Mais donc là, dans les prochains mois, en principe, si les choses avancent telles que c'est prévu, cette pâte dentifrice devrait voir le jour, en tout cas produite au niveau du Congo, puisque l'important c'est là-bas où nous avons les matières premières, oui, que ça se passe au Congo, et j'espère que je serai le premier à mettre sur le marché congolais et aussi à l'international cette pâte dentifrice à base de plantes, donc pâte dentifrice bio produite au Congo. Voilà, une pâte dentifrice bio produite au Congo. En attendant, vous quittez la Suisse, vous venez à Meaux. Voilà. Parce que pour diverses raisons, oui, comme je disais tantôt, donc je vais quitter la Suisse, je viens m'installer du côté de Lausanne, et donc là j'achète une pharmacie que j'exploite jusqu'à ce jour. Ça me permettait aussi d'avoir beaucoup plus de proximité avec l'Afrique, oui, que je ne veux pas du tout quitter là aussi. On me le reproche, parce oui, que toute l'énergie qui est dépensée, beaucoup d'argent dépensé en direction du Congo notamment et de l'Afrique. Mais bon, on ne se décourage pas. Et donc là, parallèlement à la pharmacie, avec mon ami et frère Jean-Roger Bandouzi, nous avons créé une société qui s'appelle Generic Access, qui nous permettent de promouvoir les produits de santé en Afrique, notamment les médicaments génériques. Aujourd'hui, ça se passe comment, si on va juste aborder avec vous un aspect plus ou moins, je dirais, politique concernant la santé au Congo. On vous voit dans votre parcours, en fait, cette attention au pays. On voit aussi vos recherches. Vous êtes co-inventeur du vaccin contre le tabagisme. Vous mettez au point, en attendant son exploitation au niveau industriel, une pâte dentifrice à base de produits congolais. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui, en fait, tous ces problèmes liés à la santé, je dirais, de manière générale, au Congo, docteur Michel Ndongo-Pandi? Non, la réalité, c'est que le Congo, c'est un grand gâchis. C'est-à-dire qu'un grand gâchis, comme je disais tantôt, ce pays a mis beaucoup de moyens dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que les Congolais ont été formés en masse. Nombreux nous sommes venus à l'étranger. Certains sont parmi les meilleurs dans là où ils travaillent, là où ils ont étudié. Mais malheureusement, le pays n'a pas mis les moyens, n'a pas mis une stratégie au point pour pouvoir ramener ses cerveaux au niveau du Congo. Pour diverses raisons, soit d'égoïsme de ceux qui ont acquis un certain nombre de postes au Congo, qui ne veulent pas s'entourer d'autres, parce que bon, ils estiment que, comme je dis toujours pour certains, que la science s'est arrêtée avec eux, alors que il y a d'autres qui pouvaient venir les compléter, et c'est ainsi que petit à petit, nous devons faire avancer le pays. Donc du coup, le drame que vit le pays, avec une mortalité galopante, la difficulté dans certains domaines
Vous avez certaines spécialités, même médicales, où parfois au niveau du Congo, il n'y a qu'une seule personne qui est spécialisée, une ou deux, sur une population de près de 4 millions d'habitants. Donc c'est un grand scandale, mais un grand scandale qui peut être réparé s'il y a une volonté à se dire que non, ce n'est pas parce qu'on m'a nommé chef de service que je ne dois m'entourer que des personnes, soit qui sont ethniquement compatibles avec moi. L'idée, c'est de se dire que voilà, je suis là où je suis chef d'un service, je dois regarder si dans mon domaine, il y a des Congolais qui peuvent venir compléter mon équipe, ou encore si je peux envoyer certains Congolais se former dans ma spécialité. Donc, ceci n'est pas fait, et du coup, on voit des situations comme celle que j'ai vue à Dolisie, où vous avez un monsieur qui est directeur, avec qui j'ai beaucoup discuté, un monsieur extraordinaire, je ne me souviens plus de son nom, mais un hôpital modernisé, mais il n'y a pas de personnel. Et tout simplement parce que, voilà, les statuts, l'hôpital est là, mais l'hôpital n'a pas de statut. Et de l'autre côté, on n'a jamais vu, en tout cas moi j'ai jamais vu, un appel au niveau des candidatures avec un profil donné, disant que tiens, par exemple, l'hôpital de Dolisie, ben voilà, on cherche des cardiologues, des biologistes, des pharmaciens, voilà tel profil. Et tout ceci, on n'en trouve pas. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on importe des médecins cubains. Oui, alors on dirait que fait la diaspora dans ce domaine-là, puisque les professionnels de santé de la diaspora, notamment ici en France, il y en a à foison, vous-même vous l'êtes, il y en a d'autres de vos collègues. Que faites-vous concrètement pour accompagner ce pays, puisque vous parliez tout à l'heure de cet appel du Congo? Non, je crois que la volonté, je pense, sans me tromper, que près de 80% de ces gens voudraient apporter leur savoir-faire au service du Congo. Mais c'est le Congo qui est fermé. Le Congo est un pays fermé. Vous avez des gens qui se disent professeurs, mais des professeurs fermés. C'est-à-dire que on devait avoir sur Pointe-Noire, sur Dolisie, sur Owando et ailleurs, des spécialistes dans différents domaines. Mais le pays est fermé. Les gens se sont dit, voilà, je suis professeur de ceci, il s'est fermé. Il ne s'est pas battu à se dire que non, ce serait bien que moi je suis à Brazza, mais qu'il y ait un que je me batte pour qu'il y ait un autre à Dolisie, qu'il y ait un autre à Pointe-Noire, qu'il y ait un autre à Owando. Et donc, ce qui fait que, malgré les discours qui sont faits, rien n'est fait pour se dire que nous devons organiser un retour de ces cerveaux-là, congolais, qui souhaiteraient bien venir au pays, soit de façon permanente, soit pour des missions de travail. Donc ce n'est pas le problème de la diaspora, c'est le problème du Congo, d'un système qui est bâti de façon bizarre, égoïste, ce qui fait que c'est plus facile pour eux, paradoxalement, d'aller chercher des médecins cubains que de créer des conditions pour que les Congolais viennent travailler dans leur pays. Et vous vous rendez bien compte que pour nous, on se dit, mais c'est une honte, 55 ans après les indépendances, qu'on soit encore amené à aller chercher des coopérants. C'est impensable, mais voilà, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas me l'expliquer, d'autant plus que vous avez sur Brazzaville une bonne école de formation de médecins, dont certains aujourd'hui occupent des places très, sont des chefs de service. Ici en France, ils ont été formés à Brazzaville. Mais regardez le concours de cette année, par exemple, ou des années là, pour entrer à l'INSA. Ils en prennent combien? Et surtout, sur quelle base? C'est sur des bases obscures, parce que bon, il y a beaucoup de tribalisme, d'ethnocentrisme là-dedans, et du coup, ce ne sont plus les meilleurs. Et encore, cette école ne suffisait pas. Non seulement que les capacités sont moindres, mais il y a possibilité qu'au Congo, qu'il y ait une école à Brazza de médecine et une école à Pointe-Noire de médecine, et former nos médecins. Malheureusement, nous n'en formons pas assez, et nous avons réduit les conditions de formation, et mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On envoie 900 à Cuba, on en importe, et du coup, c'est comme un éternel recommencement. Voilà. On va recommencer avec vous, puisque je vais vous ramener toujours du côté de Fouati,
Ça nous permettrait de bien comprendre. L'école de Bikumbi, c'est un endroit que vous connaissez très bien, puisque vous avez effectué une partie de vos études concernant l'école primaire. Alors, cette école, aujourd'hui, vous vous en occupez, puisque vous avez développé, en fait, des actions sur place. Est-ce que vous pouvez nous en parler?